Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le président Andrzej œuvre pour positionner Madagascar parmi les destinations touristiques de premier plan. Il a pris la parole aujourd'hui lors du World Government Summit à Dubaï, mettant en avant les efforts du gouvernement pour faire du pays une destination sûre et attractive pour les investisseurs et les voyageurs du monde entier. Il a également annoncé que Madagascar s'ouvre au monde et aux investisseurs. Judy Galran-Générine. Le World Government Summit 2025, grand sommet réunissant les gouvernements du monde entier, entre dans sa deuxième journée. L'un des moments marquants de cette journée a été l'intervention du président Andrzej lors du panel dédié au tourisme sous le thème « Quels sont les défis pour l'avenir du tourisme ?» à l'Arena Eyal Mina de Dubaï. Dans son discours, le président Andrzej a souligné la richesse naturelle, culturelle et minérale de l'Afrique, affirmant que le continent représente l'avenir du tourisme mondial. Il a mis en avant le caractère unique de Madagascar, qui se distingue par son patrimoine naturel exceptionnel. Pour développer le secteur, Madagascar doit relever plusieurs défis majeurs: la mise en place d'infrastructures conformes aux normes internationales, l'amélioration des connexions aériennes, la sécurisation des investissements étrangers et l'élévation continue de la qualité des services touristiques. Le chef de l'État a rappelé que de nombreux efforts ont déjà été entrepris pour atteindre ces objectifs. Madagascar progresse ainsi dans la promotion du tourisme. Madagascar enclenche la vitesse supérieure pour le développement du secteur touristique. Et pour réussir cette transformation à l'échelle mondiale, une collaboration étroite avec le secteur privé est essentielle. Nous avons déjà identifié plusieurs projets stratégiques, notamment la création de zones touristiques intégrées dans des réserves foncières touristiques, ainsi que l'implantation de resorts éco-responsables et d'écologes haut de gamme dans nos réserves naturelles. La promotion d'un tourisme qui met en valeur notre artisanat, notre culture et également notre biodiversité exceptionnelle et primordiale. Madagascar a l'ambition et les moyens de devenir une destination de référence dans l'océan Indien, en Afrique et sur la scène mondiale. C'est pourquoi aujourd'hui, ici, à cet endroit, j'adresse un appel aux investisseurs, aux acteurs du tourisme et aux pays amis. Madagascar ouvre son cœur et ses portes. Ensemble, construisons une destination d'exception, Madagascar. Le président a insisté sur le fait que Madagascar est un pays ouvert aux investissements dans le secteur touristique. Le gouvernement met en place des mesures, des lois et des structures garantissant un climat des affaires sécurisé. Il a également souligné que Madagascar s'ouvre davantage au monde, notamment grâce à la politique Open Sky pour le transport aérien. Un exemple concret de cette ouverture est la liaison aérienne Antananarive-Dubaï qui compte désormais 5 vols par semaine. Nous avons déjà commencé à poser les fondations de cette transformation. Et d'ailleurs, plusieurs groupes internationaux, notamment dans l'hôtellerie et le transport aérien, ont déjà décidé d'explorer cette aventure Madagascar. En parallèle, l'État malagasy a mis en place un cadre réglementaire propice pour accompagner les investissements et rassurer les investisseurs. Les procédures administratives ont été facilitées et de nombreuses incitations fiscales sont mises en place pour encourager l'implantation de groupes hôteliers et le développement des services touristiques. Grâce à sa position géographique stratégique, Madagascar est un pont entre l'Asie et l'Afrique et le Moyen-Orient. Le pays dispose d'atouts majeurs, des ressources naturelles abondantes, des terres exploitables et une population reconnue mondialement pour son hospitalité.
Avec une vision claire et des réformes ambitieuses, le gouvernement met tout en œuvre pour moderniser l'industrie touristique et attirer de nouveaux partenaires. Le président Ange Razouelne a profité du WGS 2025 à Dubaï pour renforcer la coopération avec de grands investisseurs internationaux, notamment ceux des Émirats arabes unis, affirmant que Madagascar dispose de toutes les conditions pour devenir une destination touristique et économique incontournable. Toujours à Dubaï, les relations de coopération entre Madagascar et les Émirats arabes unis se consolident davantage, notamment sur les plans économiques et commerciaux. Ce matin, en marge du World Government Summit 2025, le président Ange Razouelne a rencontré le cheikh Chakbout Nahyan Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Les échanges ont porté sur l'approfondissement du partenariat bilatéral avec un accent particulier sur le commerce et l'investissement. À cette occasion, un protocole d'accord a été signé officialisant l'accord de partenariat économique global. Cet accord englobe plusieurs domaines de développement visant à dynamiser la coopération entre les deux nations. Par ailleurs, le cheikh Chakbout Nahyan Al Nahyan a profité de cette rencontre à Dubaï pour transmettre au président Ange Razouelne une invitation officielle du gouvernement émirati à effectuer une visite d'État aux Émirats arabes unis en mai prochain. Et le président Ange Razouelne a rencontré aujourd'hui également à Dubaï le roi des Eswatini, Mswati III. Ce dernier a salué le chef de l'État malgache pour son discours mettant en avant les richesses de l'Afrique. Selon le roi Mswati III, cette rencontre marque le début d'une coopération durable entre Madagascar et Eswatini. Il a également adressé ses félicitations au président Ange Razouelne pour sa prochaine présidence de la SADC. Toujours un reportage de Judigal Rangelirine. Cette rencontre entre le président Ange Razouelne et le roi d'Eswatini, Mswati III, marque le début d'une collaboration pérenne entre les deux nations, selon le souverain l'Eswati. Ce dernier a exprimé son admiration pour le président malgache qui a su porter haut la voix de l'Afrique et mettre en lumière la richesse, la beauté du continent, ainsi que la valeur de son peuple à travers son discours de ce matin. Lors du sommet mondial des gouvernements 2025, l'engagement du président Ange Razouelne en faveur de l'essor des nations africaines a été visible aux yeux de tous, a affirmé le roi Mswati III. Durant leur entrevue, le président malgache a appelé son homologue d'Eswatini à unir leurs forces pour promouvoir et faire progresser l'Afrique, d'autant plus que Madagascar et l'Eswatini sont géographiquement proches. Le roi d'Eswatini a également tenu à féliciter personnellement Ange Razouelne pour son accession à la présidence de la SADC, dont l'Eswatini est un membre actif. Il a par ailleurs annoncé qu'une prochaine rencontre entre les deux dirigeants aura lieu à Madagascar à l'occasion du prochain sommet de la SADC. Dans le cadre de cette deuxième journée du WGS, le président Ange Razouelne a également visité le siège des forces de sécurité publique de Dubaï, une ville reconnue comme l'une des plus sécurisées au monde. Lors de cette visite, il a pu observer les véhicules de police équipés de dizaines de caméras de surveillance. Les dispositifs de sécurité utilisés par les forces de l'ordre y sont à la pointe de la technologie. Et Madagascar accueillera en avril prochain le Comité mondial des femmes chefs d'entreprise regroupées au sein de la FCEM. Il s'agit d'une rencontre entre les femmes chefs d'entreprise du monde entier. Cet événement se tiendra durant 3 jours avec un programme, un sommet d'état économique ainsi que plusieurs panels. Avec 78% des voix des pays membres en sa faveur contre le Canada, Madagascar accueillera au mois d'avril les femmes chefs d'entreprise mondiale ou FCEM pour son comité mondial. Cet événement réunira des femmes entrepreneurs du monde entier pour échanger sur les stratégies qui façonneront une économie mondiale plus résiliente et inclusive, explique Fanzara Kabon, présidente du GFM. Plusieurs thématiques seront abordées lors des différents panels, notamment le leadership des femmes dans les affaires et la résilience économique,
l'inclusion économique et l'accès aux opportunités pour tous, renforcer les ponts entre le Nord et le Sud, les alliés masculins et l'économie de demain. À part la promotion de l'économie, l'événement fera également la promotion du tourisme, car les invités auront l'occasion de visiter Nusibe, Murundav, Indasbe, Intirabe et un PFI. Ce grand événement, dont le thème est « Vers une économie résiliente et inclusive, le leadership des femmes chefs d'entreprise à la croisée du Nord et du Sud », se tiendra du 20 au 30 avril prochain. Dans un tout autre sujet, des individus se prétendant de la douane malgache annoncent sur les réseaux sociaux des ventes aux enchères de véhicules. Ils exigent des frais d'inscription d'1 million d'ariars pour y participer. La douane a publié aujourd'hui un démenti affirmant qu'elle n'est en aucun cas responsable de ces annonces et rappelle que la participation à des ventes aux enchères officielles n'implique aucun frais d'inscription. Elle appelle ainsi tout un chacun à la vigilance et encourage à signaler toute situation suspecte. Dans les actualités également, la cérémonie de remise d'écharpe aux 26 maires nouvellement élus dans le district d'Atsimoujan s'est tenue ce jour à Bemaswandjitosi. La sénatrice Lalatine Rakotunjazaf, qui représentait le président du Sénat, a déclaré que le Sénat est ouvert aux maires du fait que cette institution gouvernementale est le premier responsable des collectivités territoriales décentralisées. Le district d'Atsimoujan est composé de 26 communes. Aujourd'hui, les 26 maires nouvellement élus se sont vus remettre officiellement leur écharpe à Bemaswandjitosi. 12 des maires installés aujourd'hui ont été élus au nom du parti Irmar. Il y a aussi les maires indépendants qui ont exprimé leur volonté de travailler avec le gouvernement actuel. La sénatrice Lalatine Rakotunjazaf, qui représentait le président du Sénat lors de cette cérémonie, a rappelé que la Constitution prévoit la tutelle du Sénat envers les communautés territoriales décentralisées. Cette institution est donc ouverte aux maires dans la poursuite du développement local. Elle a également appelé l'exécutif à travailler avec les maires et à ne pas faire la distinction de couleur politique pour l'intérêt de la population. En plus des 2 députés élus dans cette circonscription, cette cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville et de l'habitat. Dans les actualités sociales, le centre de recherche FOFIFA a mis au point de nouvelles semences pour le maïs, le haricot et le manioc. Une présentation a été faite aujourd'hui à Mbatoubé. Ces semences de haute qualité sont résistantes au changement climatique. Leur production a été menée en collaboration avec des partenaires pendant 4 ans et leur diffusion a déjà commencé afin d'améliorer et de développer la production agricole à Madagascar. Sai Sylvain, Natera Koutoumaf et Nza Ranjiansu. Là, on n'est pas encore dans le... Les recherches ont débuté au laboratoire d'Mbatoubé avant de se poursuivre en collaboration avec un centre situé à La Réunion. Une fois purifiées, les semences ont fait l'objet de nombreux essais menés par le FOFIFA. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de ces recherches. Madagascar dispose désormais de nouvelles semences de maïs, de haricots et de manioc. Elles sont de haute qualité, très productives, non hybrides et résistantes au changement climatique ainsi qu'aux insectes qui menacent les cultures, explique Irlalen Ravelmanatsu, directeur de la recherche au sein de la FOFIFA. Parce que la problématique des semences, c'est un problème pour tous les pays de la région, d'avoir suffisamment de semences de bonne qualité pour pouvoir développer la production agricole, d'avoir des semences qui soient bien résistantes aux maladies, au changement climatique, avec des variétés par exemple de bonne qualité aussi par exemple sur le plan nutritif. Donc voilà, donc par exemple dans le cadre de ce projet, il y a un gros travail qui a été fait avec le FOFIFA pour d'abord aménager les installations. Vous avez vu des serres qui ont été réhabilités, il y a tous les laboratoires aussi qui ont été réhabilités, qui ont été équipés et surtout il y a eu tout un transfert d'expertise. La diffusion de ces nouvelles semences de qualité a déjà commencé selon les explications.
Rien que pour le maïs, environ 30 tonnes ont été distribuées à travers le pays. Ce projet représente un grand avantage pour les agriculteurs malgaches et constitue également une avancée pour le développement du système alimentaire et agricole. La production et la recherche sur ces nouvelles variétés de semences ont duré 4 ans en partenariat avec l'Union européenne, FoodSec, le CIRAD et d'autres partenaires techniques locaux. Tous ces acteurs ont annoncé leur satisfaction face aux résultats obtenus. Alors les résultats sont en grande partie atteints. En particulier à Madagascar, on a des grosses productions de semences de base de qualité de maïs et de haricots, et puis de pommes de terre, parce qu'il y a aussi le Fifamanor en Tirabé qui produit la pomme de terre. Donc là, on a réussi à avoir les grosses quantités qu'on voulait produire dans le projet. Les variétés en question, leur intérêt, c'est que ça va dépendre des espèces. Il y a différentes. C'est des variétés qui sont adaptées. C'est pas des variétés qui viennent du bout du monde. Elles viennent soit de Madagascar, soit des pays voisins. Donc pour le maïs, elles viennent de la Réunion et puis elles avaient été travaillées dans des programmes avec Madagascar avant, donc on savait déjà qu'elles plaisent aux agriculteurs, c'est vraiment leur attrait. Après, bien sûr, elles sont homogènes, comme on est en train de les inscrire au catalogue national de malgache. On a des critères à remplir. Un financement de 2 millions d'euros a été alloué à la production de semences de haute qualité pour le maïs, le manioc et le haricot. Ce partenariat a également permis des échanges de compétences et de recherche avec d'autres îles de l'océan Indien. Et côté sport, la 9e édition du Trail e-Beat se tiendra le 6 avril 2025. Les fonds récoltés lors de cet événement seront destinés à l'aide aux enfants souffrant de malnutrition. La compétition est ouverte à tous et plus de 2000 participants sont attendus cette année. 3 parcours seront proposés, 3 km, 15 km et 31 km, au cœur du site touristique d'Ibiti. Les inscriptions sont ouvertes du 17 février au 25 mars de cette année. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Donald Trump défend toujours son plan de développement immobilier du territoire palestinien, une fois vidé de ses habitants et placé sous contrôle américain. Le président américain voudrait que la Jordanie, avec l'Égypte, accueille l'essentiel des habitants du territoire palestinien. Pour le ministre des Affaires étrangères égyptien, il est hors de question de recevoir des Gazaouis en Égypte. France 24. Ces propos, comme depuis le début de cette guerre, sont massivement rejetés et par la population égyptienne qui est majoritairement pro-palestinienne, tout comme par le pouvoir. Il y a quelques jours, le ministre égyptien des Affaires étrangères était à Washington pour rencontrer son homologue Marco Rubio. Il l'a répété, il est hors de question de recevoir des Gazaouis sur le territoire égyptien. Le président égyptien lui-même devait se rendre à Washington pour rencontrer Donald Trump dans les prochains jours. Eh bien, après cette rencontre avec le roi de Jordanie, eh bien, les médias égyptiens ont annoncé que cette visite était annulée ou repoussée. On ne sait pas quand. Et quant à ce plan égyptien, donc le ministère égyptien des Affaires étrangères a publié un communiqué cette nuit en disant qu'effectivement, les Égyptiens allaient travailler avec les Américains pour trouver un plan, mais cela, ils réfutent totalement le fait de faire sortir les Gazaouis de leurs terres et surtout de les accueillir dans le Sinaï qui est totalement militarisé et qui est un enjeu stratégique total pour l'Égypte. Il y a un an, au début de cette guerre, les Égyptiens avaient commencé à construire un mur gigantesque, une enclave à la bordure avec la bande de Gaza au sud de Rafah. Moi, j'ai pu la voir quand je me suis rendu plusieurs fois à Rafah. C'est une énorme enceinte qui pourrait, en accord avec des images satellites, accueillir peut-être des Palestiniens, mais ça, les Égyptiens l'ont toujours aussi réfuté, donc on ne sait pas à quoi sert cette enceinte. Et pour ce qui est de la reconstruction, eh bien, lors des précédents conflits, l'Égypte a toujours été présente pour reconstruire en partie Gaza qui était détruit, donc c'était pas du tout à la même échelle qu'aujourd'hui, mais on voit aujourd'hui effectivement que l'Égypte
qui a une assise beaucoup plus forte que celle de la Jordanie dans la région, et dans un bras de fer avec les États-Unis qui, eux, leur donnent 1,3 milliard de dollars d'aide militaire par an. L'Égypte, pour l'instant, montre les muscles et surtout accueillera à la fin du mois de février, le 27 février, une grande conférence des pays arabes pour justement cette reconstruction de Gaza et peut-être faire parler les pays arabes d'une seule voix. Et alors que l'ONU a dénoncé hier la détention arbitraire de Mohamed Bazoum, président nigérien renversé par la junte en juillet 2023, l'un de ses avocats a rappelé sur France 24 les conditions précaires dans lesquelles vivent le chef de l'État et son épouse. France 24. Une décision importante, le groupe de travail, les experts des Nations Unies, au terme d'une procédure contradictoire, ont rejeté des arguments bancals des putschistes et a déterminé que la détention du président Bazoum et sa femme Hadija ne reposait sur aucune base légale et donc était illégale et arbitraire et a exigé leur libération. Donc c'est une victoire pour le droit, mais surtout pour ce couple qui croupit depuis 18 mois dans une petite aile de leur ancien palais sans charge, sans inculpation. Voilà, alors ils vivent en fait dans une petite aile de ce qui était le palais présidentiel. Ils n'ont pas droit à sortir, ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur, ni leur famille, ni nous les avocats. Depuis la confiscation de leur téléphone il y a 15 mois, j'ai pas pu communiquer avec le président avec lequel je m'entretenais avant. Et donc, et d'ailleurs, ils sont à quelques dizaines de mètres d'où règnent les putschistes, qui s'en servent donc comme otages des véritables boucliers humains. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, quand il était question d'une intervention de la CEDEAO, le ministre de l'Intérieur du régime putschiste a dit que si la CEDEAO intervenait pour sauver Bazoum, c'est son cadavre qu'il risquait de trouver. Donc on voit la situation précaire dans laquelle ils vivent et qui est aussi dénoncée par le groupe de travail. Voilà, la seule personne qui peut les rendre visite, c'est le médecin qui les apporte de la nourriture et des médicaments. Mais à part ça, ils n'ont pas vu leur famille, ils n'ont pas vu des amis, des avocats. C'est le seul contact qu'ils ont avec le monde extérieur depuis 18 mois. Ben, je le crois, mais nous sommes face aux gens qui bafouent le droit international. La junte a déjà ignoré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui les enjoignait de libérer le président Bazoum, mais le monde observe. Et un refus de se conformer à cette injonction onisienne aura des conséquences sur l'isolement de la junte, mais aussi, vous savez que le groupe de travail des Nations Unies n'en reste pas là. Il y a une procédure de suivi et le groupe de travail informera aux Nations Unies de la conformité avec la décision. La junte a bien quitté le CEDEAO, mais je ne les vois pas quitter quand même les Nations Unies. Et pour terminer, le Premier ministre israélien a réclamé que les otages détenus par le Hamas à Gaza soient libérés d'ici samedi midi, menaçant dans le cas contraire de mettre fin au cessez-le-feu. France 24. C'est l'ultime menace de Benyamin Netanyahou, adressée ce mardi soir en direction du Hamas. Si le Hamas ne rend pas nos otages d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et l'armée israélienne reprendra les combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement vaincu. Le Premier ministre israélien annonce dans le même temps dépêcher des troupes autour de Gaza pour intensifier la pression. La tension ne cesse de grimper depuis l'annonce lundi par le Hamas de la suspension de la libération des prochains otages prévue samedi. Le groupe armé palestinien accuse Israël de ne pas respecter les termes du cessez-le-feu.
Donald Trump a promis l'enfer si les otages n'étaient pas libérés. Alors dans l'enclave, l'inquiétude grandit. Assez de tout ça, assez de la destruction, de la mort, de la dévastation et de l'exil. Les gens survivent sans nourriture, sans eau, sans toit, sans électricité et sans infrastructure. Les gens sont éparpillés partout. Même inquiétude en Israël pour les familles des otages. Il y a eu un accord en novembre 2023 qui n'a tenu que 6 jours. Nous avons dû attendre encore 12 mois supplémentaires pour en conclure un autre. Entre-temps, mon oncle n'a pas survécu. Après 4 mois, il est mort en captivité. Donc ce que je leur dis maintenant, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre un nouveau bras de fer entre les deux camps. Il y a un accord, allez-y. Depuis la conclusion du cessez-le-feu, 21 otages ont été libérés par le Hamas en échange de centaines de prisonniers palestiniens. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après pour la série de la soirée Strike Back. Au revoir et excellente soirée sur Viva.